présenter la 25e leçon du module Programmation avancée et qui s'intitule Séparation et évaluation, Branch and Bound. Alors, notre leçon se décompose de la manière suivante. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte et quelques définitions. Ensuite, les exemples d'application de Branch and Bound. Et enfin, une synthèse. Donc, tout d'abord, commençons par le contexte d'utilisation de Branch and Bound et des définitions. Alors, pour l'algorithme Branch and Bound, donc soit S un ensemble fini de solutions réalisables de grande cardinalité. Donc en fait, on a un certain ensemble de solutions de grande cardinalité. Soit Q, une fonction réelle qui pour toute fonction réalisable, X de S, renvoie un coût X. Donc c'est le coût de la solution X. L'objectif est de trouver la solution réalisable de X de coût minimal. Donc on a un ensemble de grande cardinalité de solutions. Et on a une fonction Q réelle qui va nous donner en fait le coût de la solution. Et l'objectif de Branch and Bound, c'est de trouver la solution minimale relativement à la fonction coût, c'est-à-dire la solution réalisable la moins coûteuse. Alors, la solution optimale X existe du fait que S est fini. Forcément, un ensemble fini admet un minimal, ou un minimum plutôt, mais il n'existe pas forcément un algorithme simple pour énumérer les éléments de S. C'est-à-dire que l'ensemble de solutions est tellement difficile qu'il s'avère un peu complexe de décomposer en plusieurs configurations pour pouvoir énumérer les solutions possibles. Alors, en B, le nombre de solutions réalisables est très grand. Donc, de 1, ce n'est pas très simple d'énumérer les solutions possibles dans cet ensemble de solutions. Et 2, la cardinalité de l'ensemble de solutions est très grande. Et donc, même s'il existe un algorithme d'énumération, il va prendre beaucoup de temps. Alors, l'algorithme Branch and Bound est très connu pour résoudre des problèmes d'optimisation discrets et des problèmes combinatoires. Donc, il est très connu pour la résolution de problèmes d'optimisation en général et de problèmes combinatoires en particulier. Alors, l'algorithme Branch and Bound construit une arborescence en évaluant les chances de trouver une solution dans une branche particulière. Donc, en fait, notre algorithme, il va construire une certaine arborescence de toutes les possibilités. Imaginez, par exemple, quand on joue aux échecs. Donc, si moi, je joue ce pion à cette place, lui, il peut jouer ce pion-là à cette place, ou ce pion-là à cette place, etc. Donc, ça fait un ensemble, une arborescence de solutions possibles, donc de grande cardinalité. Et donc, l'idée au fait de Branch and Bound, c'est de trouver la meilleure branche qui nous mène au fait à optimiser un certain gain, par exemple, ou minimiser une certaine perte. Alors, les nœuds n'ayant pas de solution ne seront pas explorés et la recherche sera plus efficace. Donc, dès lors qu'on évalue qu'un nœud n'est pas assez intéressant, donc il ne va pas mener à une solution, on va le couper. Et donc, couper, c'est bound, donc c'est coupé. À tout moment, nous avons dans l'espace de recherche deux parties. Une partie explorée et une partie non encore explorée. À chaque moment dans notre résolution, nous avons deux parties. Une partie déjà explorée et une partie restante à explorer. À la frontière de ces parties, il y a un ensemble de nœuds qui est prêt à être analysé. Donc, entre la zone des solutions déjà explorées et celle qui n'est pas explorée, on a une certaine frontière entre ces deux parties. Donc, l'idée de Branch and Bound, c'est de choisir le prochain nœud à évaluer parmi cette frontière-là, dans cet ensemble, par une fonction heuristique. Exemple, recherche en profondeur d'abord, ou recherche le meilleur d'abord, en utilisant par exemple la notion de fil de priorité, etc. Donc, voilà une zone déjà parcourue, une zone non parcourue, il y a une limite entre les deux qui contient des nœuds possiblement explorables. Donc, on va, grâce à une heuristique, de coût ou de profit, évaluer ces nœuds-là, donc le meilleur d'abord ou en profondeur d'abord, etc., pour donc creuser la partie non explorée. Donc une partie explorée, la frontière entre la partie explorée et la partie non explorée. Et là, en fait, on a des nœuds, des configurations et traités qu'on peut donc découvrir grâce à des algorithmes largeur d'abord ou profondeur d'abord qu'on a vu pour la théorie des graphes, ou le meilleur d'abord grâce au fil de priorité, avant de commencer à explorer cette partie non explorée. Alors, le branch, donc en français séparation,
permet d'obtenir une méthode générique pour énumérer toutes les solutions. Donc, le branch, il permet de donner une méthode générique pour énumérer toutes les solutions. Donc, la séparation, c'est le découpage, en fait, de l'ensemble des solutions du problème en sous-problèmes. Et le bound, l'évaluation, évite l'énumération systématique de toutes les solutions. Si le branch, il permet de séparer, en fait, le problème en sous-problèmes, le bound, l'évaluation, grâce aux fonctions heuristiques de coût et de profit, va dire, en fait, cette configuration ou ce sous-problème, ce n'est pas la peine de le résoudre. Il ne va pas nous mener à une solution optimale. Donc, en fait, on coupe et on le sépare pour être plus efficace dans nos algorithmes. Donc, branch, c'est la phase de séparation qui consiste à diviser récursivement le problème en un certain nombre de sous-problèmes, donc la séparation, donc qui ont chacun leur ensemble de solutions réalisables, formant un recouvrement de l'ensemble S, c'est-à-dire quand on sépare, en fait on couvre l'ensemble S de solutions. On va couvrir de la même manière qu'on a fait diviser pour résoudre. Branch, c'est la division en fait pour la résolution de sous-problème. Sauf que dans le diviser pour résoudre, on va résoudre absolument tous les sous-problèmes. Alors que dans le branch and bound, le bound va permettre de couper en fait, donc de faire du backtracking après analyse, après évaluation. Donc, résoudre un problème initial revient à résoudre tous les sous-problèmes réalisables et prendre la meilleure solution trouvée. Donc, si on a un problème initial à résoudre, en fait, pour le résoudre, il faut résoudre les différents sous-problèmes qui donnent des solutions réalisables et prendre parmi ces sous-problèmes la meilleure solution, donc optimale selon notre fonction objective. Alors, bound, c'est la phase d'évaluation d'un nœud de l'arbre de décision. Donc, a pour but, le bound a pour but de déterminer, que cet ensemble ne contient pas de solution intéressante, par exemple. Donc, on a déjà séparé, on a fait le branch. Maintenant, le bound, il va dire, est-ce qu'une solution est intéressante ou pas? Alors, la solution, en fait, peut être intéressante si elle minimise le coût. Mais si jamais le coût de la configuration actuelle est supérieur au minimum des coûts qu'on vient de trouver, donc, pas de séparation, élagation. C'est-à-dire, on ne va pas encore prendre cette solution-là et on va la séparer, on va encore la traiter, on va l'élaguer, on va la couper. Donc, le bound, il va dire, on évalue une configuration, si elle est intéressante, c'est-à-dire si elle donne un certain coût qui est minimum au coût qu'on vient de trouver auparavant dans notre recherche préalable, dans la zone explorée, alors, si on a un minimum inférieur à notre minimum local, on va continuer. Sinon, on élague, on coupe cette branche. Et en fait, l'élagation s'appelle du pruning. Alors, et en B, alors déterminer l'optimum de l'ensemble de solutions réalisables associé aux nœuds questions. Donc, si jamais le coût est intéressant, on va faire le branch sur cette nouvelle configuration. Et donc, on va résoudre ce problème-là en coût polynomial. C'est-à-dire qu'au départ, on avait au fait un non-déterminisme. On avait un non-déterminisme, et le branch and bound, il nous permet de résoudre des problèmes NP. Ce non-déterminisme, une fois on l'a résolu en trouvant la solution optimale, la résolution de la solution est en polynomial. Donc on a résolu le non-déterminisme, il nous reste le P qui est polynomial. Donc en fait, si l'on veut résumer, le branch and bound, il est au fait égal au pruning, donc l'élégation, évaluation d'une solution, donc on évalue si c'est intéressant ou pas de la séparer, de lancer encore un branch récursif, et le backtracking. Donc le backtracking qui dit au fait, on revient en arrière. Donc le pruning évalue et estime si oui ou non on avance ou pas, et le backtracking, il permet de revenir, donc de reculer, de faire la rétroaction. Donc CF, leçon de backtracking, pour recommencer une nouvelle sous-configuration qui peut être, elle, intéressante. Alors, voilà un exemple. Mettons cet arbre-là, au fait, où, au fait, l'évaluation de chaque nœud, c'est, au fait, la valeur, le coût de la solution. Ici, au fait, on a, dans cette sous-branche, un coût de 3. Dans cette sous-branche, un coût de 4. Donc, forcément, on va choisir de faire un branch sur la solution optimale, donc de coût minimal. On va évaluer cette branche. Donc, on évalue cette branche. On trouve ici que ça nous donne un coût de 7, de 8. Et ici, bien sûr, ça nous a donné un coût de 4. Le minimum, c'est 4. Entre 7, 8 et 4, c'est 4. On va choisir, en fait, de faire un branch sur cette solution-là.
on calcule encore les coûts, on trouve que cette sous-solution, elle nous donne une solution avec un coût de 6. Alors on va encore faire un branch, une séparation de cette solution. Et on va trouver au fait qu'entre 7, 8, 9, 11, 10, le coût minimal, c'est 7. Donc à chaque fois dans l'exploration, donc l'exploration qui est la séparation, on fait un branch qui est une évaluation de coût, et si on trouve que notre coût il est inférieur au coût qu'on vient de trouver, on va le développer. Donc ici 7, c'est inférieur à tous ces coûts-là, on va développer la branche 7. On tombe au fait sur quelque chose supérieur au fait à ce qu'on a déjà, 8. Donc on va choisir au fait de faire une séparation de ce 8-là. Hein? On retrouve un 10, c'est supérieur à 9, on préfère développer ce 9. Hein? On retrouve un 13, et ici on a du 10, donc on préfère, donc la solution optimale, donc qui minimise le coût, elle est ici par rapport à 11, 13, 12, 11 et 10. Donc on choisit une parmi ces deux solutions. Hein? Donc là, 15, 14, 10 reste quand même l'optimum. On va continuer de la même manière, en fait, jusqu'à ce qu'on tombe sur notre solution. Donc ici, par exemple, on avait trouvé 11, hein, mais pour une raison ou une autre, cette solution n'est pas optimale. Hein, donc l'estimation, en fait, elle n'a pas pu converger à une solution optimale. Parce que c'est une estimation, c'est une heuristique. Donc là, par exemple, l'allégation, on va couper cette branche-là, et en fait, on va jamais la développer. On a développé l'autre branche du 11, ça nous a donné d'autres coûts, mais parmi, au fait, donc 14, 16, etc., 15 et 13, donc l'objectif, la solution optimale, on l'a trouvé avec un coût de 13, et c'est donc notre solution. Donc vous voyez, le branch and bound, c'est au fait essayer d'énumérer, grâce à la séparation, l'ensemble des configurations, donc de solutions prometteuses, parmi un grand ensemble de grandes cardinalités de solutions, et à chaque configuration, on va estimer le coût de la configuration, si c'est intéressant, hein, si c'est minimum, s'il s'agit de coût, ou optimum, s'il s'agit de profit, on va donc faire un branch, donc on resépare, etc., jusqu'à aboutir soit à un échec, ou bien à une solution. Alors, donc branch and bound, il prend en fait un problème, ok? Il dit au fait que le coût maximum, hein, c'est plus l'infini. Il dit au fait que L, c'est la liste des problèmes actifs, donc c'est notre problème initial. Hein? Donc, U, au fait, c'est le coût de la meilleure solution. Il n'y a pas de meilleure solution pour l'instant, donc c'est plus l'infini. On prend en fait une configuration réalisable par défaut. Donc, pour notre arbre, c'était au fait la racine de notre arbre, donc selon le contexte, c'est une configuration forcée. Hein? Donc la première étape, elle est forcée. Et le coût, il est plus l'infini. Alors, tant que la liste des problèmes n'est pas vide, qu'est-ce que l'on fait? Ben, en fait, on sélectionne un sous-problème PI parmi L. Hein? Donc, comme on fait dans la séparation, la diviser pour résoudre, on a une liste de problèmes, on prend un problème à résoudre. Alors, si P est non admissible, hein, c'est-à-dire au fait que il ne convergera pas à une solution, c'est un échec au fait. Hein. Dans un labyrinthe, ça peut être le confrontement à un mur, par exemple, ou une route sans issue. Donc en fait, on va supprimer le problème de L parce qu'il ne nous donnera pas une solution. Et on va faire un backtrack, on revient en arrière. Donc là, le branch and bound utilise la technique du backtracking. Alors sinon, hein, si le problème est admissible, alors, on va évaluer ce problème avec la fonction coût et on va stocker son évaluation dans cette variable-là. Alors, si l'évaluation est supérieure au coût minimum qu'on avait au fait fixé auparavant, hein, alors, si c'est supérieur au coût minimal, ça ne sert à rien en fait de continuer. Donc en fait, on a trouvé au fait une solution, un problème qui est admissible, mais l'évaluation de la solution, elle va nous prendre elle va nous donner en fait un coût supérieur au coût qu'on a déjà trouvé, donc pas intéressant. Elle ne minimise pas les coûts, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un backtracking. Donc on backtrack. Alors sinon, si l'évaluation est inférieure en fait au coût minimal qu'on va trouver, donc on est dans le sens de minimiser le coût, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va écraser l'ancien coût par le nouveau coût minimum qui est inférieur strictement à U dans la clause sinon. Donc là, on a trouvé un problème non seulement admissible, mais dans l'évaluation est intéressant. Donc on a fait une séparation pour séparer notre problème en sous-problème, hein,
puis on a fait une évaluation pour voir si un problème est admissible. S'il n'est pas admissible, on fait un backtracking. S'il est admissible, on essaie de faire en fait l'évaluation, hein, donc le bound. Et si l'évaluation dit que c'est pas intéressant, donc que son coût est supérieur au coût minimum, on fait encore un backtracking. Sinon, donc notre problème est de 1 admissible et sa solution en fait nous donne un coût intéressant. Donc là, c'est la notion de coût. Le coût de ce sous-problème, il est minimal. Donc on change l'évaluation minimale qu'on avait stockée auparavant, U, par l'évaluation de ce problème. Et on dit que la solution, elle existe dans P de I au fait. Donc si P de I est polynomial, hein, donc maintenant on va voir, si P de I est polynomial, ben le résoudre polynomialement. Donc il n'y a plus à faire des appels récursifs. Comme il s'agit d'en diviser pour résoudre, de subdiviser le problème en sous-problèmes, etc., récursivement, jusqu'à aboutir au plus petit sous-problème, rappelez-vous d'une constante K, après laquelle on ne va plus, au fait, diviser le sous-problème. Si on a trouvé un sous-problème qui n'est plus subdivisible, donc dans ce cas, il est polynomial, ben on le résout directement. Sinon, si le problème n'est pas polynomial, on va encore le séparer, hein, en petits sous-sous-problèmes qu'on va soumettre au fait à notre liste de solutions et on va l'ajouter à la liste de solutions. Donc au départ, on avait un problème évident qu'on a mis dans la liste des problèmes. On a dit que l'évaluation du coût était le maximum qu'on puisse donner en nombre réel, donc c'est plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu si le problème est admissible. S'il n'est pas admissible, on fait un backtracking. S'il est admissible, on l'évalue grâce au bound. Donc on a une fonction coût, hein, qui va nous dire si oui, si c'est intéressant ou pas. Si c'est pas intéressant en termes de coût, on fait un backtracking. Si c'est intéressant en termes de coût, il y a deux cas. Si le problème est polynomial, on le résout d'une manière polynomiale, c'est-à-dire qu'on n'a plus de non-déterminisme. Et le problème n'est plus subdivisable. Hein. Il n'y a plus d'appel récursif sur ce problème. Alors, si le problème n'est pas polynomial, on va encore le séparer en sous-problèmes et on va mettre ces sous-problèmes-là dans la liste L. Et bien sûr, on va continuer donc l'algorithme itérativement tant que la liste de nos problèmes, elle n'est pas vide. Hein. Alors, l'analyse de complexité. Les algorithmes branch and bound ont prouvé qu'ils sont raisonnablement efficaces sur des problèmes pratiques. Hein. Donc en fait, par la pratique, branch and bound s'avère efficace pour des problèmes en fait non déterministes polynomiaux. De plus, ils ont l'avantage de proposer une solution intéressante pour la programmation linéaire continue. Hein. Donc quand il s'agit en fait de programmes linéaires, donc d'algèbre linéaire par exemple, en fait, on a des solutions très intéressantes, hein, en utilisant le branch and bound sur des problèmes en fait d'algèbre linéaire. Alors, branch and bound s'exécute en grand taux de B à la puissance x à la puissance d. Hein, séquentiellement. Hein, alors, d au fait, le B à la puissance x au fait, c'est le facteur en fait de branchement, hein, et D, c'est jusqu'à quelle profondeur on va dans l'arbre. C'est-à-dire, par exemple, si B est égal à 2, X est égal à 1, B à la puissance X est égal à 2 à la puissance 1 est égal à 2. Ça veut dire, à chaque niveau, on va diviser le problème en deux sous-problèmes. C'est-à-dire qu'on a deux problèmes, hein, 2 à la puissance 1, puis 2 à la puissance 2, etc., jusqu'à une certaine donc, profondeur D, où on va avoir 2 à la puissance D. Si on remplace 2 par B à la puissance X, bon, on aura à une profondeur D dans l'arbre des séparations, on aura B à la puissance X, ok, à la puissance D. Hein. On a remplacé 2 par P à la puissance X. C'est-à-dire B à la puissance X fois D. Hein? Alors, séquentiellement, et sur P processeur, donc on peut en fait paralléliser le branch and bound. Hein? Donc en fait, c'est-à-dire que à un moment donné, on aura premier processeur, deuxième, P processeur, donc on aura B à la puissance X fois D sur P. Hein? Et en fait,
P peut s'écrire de la manière suivante. Hein. Si on applique le log sur P au fait, hein, ça au fait, ça va donner du B à la puissance X fois D moins log B de P. Hein. Et au fait, si on prend par exemple 2 à la puissance N est égal à K, hein, si on applique ici log base 2 de 2 à la puissance N, on aura ici log base 2 de K. Hein? Et log base 2 de 2 à la puissance N, c'est N. Hein? C'est log base 2 de K. Hein? Donc en fait, N c'est log base 2 de K, donc c'est 2. Donc, si on revient à K c'est 2 à la puissance N qui est log base 2 de K. Et on peut au fait refaire le même traitement, hein, pour trouver que P au fait est égal à B à la puissance X log base B de P. Et vu que P est dans le dénominateur, donc en fait c'est un moins ici, et ça fait B à la puissance X D moins B à la puissance X log B de P, ce qui fait B à la puissance X fois D moins log base B2 de P. Hein, donc vous pouvez reprendre en fait ici, sauf que ici c'est pas un 2, c'est B à la puissance X. Hein, donc D c'est la profondeur de l'arbre de séparation. Hein, et donc en fait P ici c'est le nombre de processeurs. Donc non seulement branch and bound efficace, mais si on ajoute du parallélisme, on gagne encore en efficacité. Alors, quelques exemples d'application. Donc, en programmation linéaire, hein, on dispose par exemple de 3 variables, x, y et z, qui appartiennent au domaine 0,2, 0,1, 0,2. Hein. Donc, on veut trouver des valeurs x, y, z, respectant les contraintes x supérieur à y supérieur ou égal à z. Donc, on pourrait effectuer un algorithme branch and bound. Hein. On sépare le problème en 2 sous-problèmes, donc des boîtes. On va parler de boîtes, hein, 2 sous-problèmes égaux par rapport au domaine d'une variable. Donc, pour chaque variable, elle a une certaine boîte, hein, et on va découper la boîte en 2. Et l'évaluation, donc on va évaluer le type de la boîte pour décider de la division. Rappelez-vous, est-ce qu'elle est admissible ou pas? Est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Est-ce qu'elle est polynomiale ou pas? Et résoudre, donc on va résoudre récursivement les boîtes en last in, first out. Hein, donc la dernière configuration qu'on trouve, c'est la première qu'on va résoudre, hein, ou séparer. Donc c'est en profondeur en fait d'abord. Donc une boîte satisfaite, c'est que les domaines des variables de la boîte satisfont pleinement les contraintes. Donc là on a trouvé au fait 3 variables x, y, z qui appartiennent à leur boîte, ou plutôt à leur domaine respectif, et qui respectent les contraintes entre x, y et z. Une boîte faisable, c'est une boîte dans laquelle on peut ou on ne peut pas contenir des solutions. C'est une boîte qui peut ou ne peut pas contenir des solutions. Et un des domaines de ces variables est strictement plus grand que epsilon. C'est-à-dire, c'est au fait une boîte qui est encore divisible, hein, et qui respecte en fait les contraintes. Donc en fait, le epsilon, c'est un seuil au fait, au-delà duquel on ne peut plus séparer. Hein. Mais si la taille de la boîte est supérieure à cet epsilon, on peut encore la séparer. Donc elle n'est pas résolvable au fait en polynomial. Hein. Donc epsilon, c'est le seuil limite de la division. Cette boîte doit être divisée et exploitée plus en détail. Donc si un problème n'est pas polynomial, c'est-à-dire il est encore divisible, c'est-à-dire sa taille est encore supérieure à un seuil de subdivision, on va encore le séparer, on prend ces sous-problèmes, on les met dans la liste L et on va reboucler tant que la liste des sous-problèmes n'est pas encore résolue. Alors une boîte indiscernable, c'est une boîte qui est au fait non divisible. Elle ne peut pas contenir, elle peut ou ne peut pas contenir des solutions, et tous les domaines de ces variables sont plus petits ou égaux à epsilon. Donc, tous les domaines de toutes ces variables à traiter, par cette configuration en fait indiscernable, n'est pas subdivisible. Donc, on doit s'arrêter. Cette boîte ne doit plus être divisée, donc on va essayer de la résoudre d'une manière polynomiale. Et une boîte infaisable,
c'est une boîte au fait dont les domaines des variables ne satisfont pas les contraintes. Donc c'est une boîte qui ne donne pas de solution. Donc aucun point d'un domaine d'une des variables ne peut satisfaire une contrainte. La boîte ne contient pas de solution. Donc on doit s'arrêter. Donc voilà au fait un arbre qui utilise branch and bound. On a x, y, z qui appartiennent respectivement au domaine 0,2, 0,1, 0,2. Et on doit respecter la contrainte x supérieur ou égal à y supérieur ou égal à z. Donc à chaque fois, en fait, on va découper les domaines. Donc ici, on va découper le domaine de x. On a x entre 0 et 1 et x entre 1 et 2. Le 1 étant inclus dans cette boîte-là. Et toutes les autres variables, on va les garder pareil. Donc y appartient à 0. Ici, c'est plutôt une appartenance, on va dire. Donc c'est x peut être une valeur depuis x 0,1. Y, une valeur dans 0,1. Z, dans 0,2, etc. Donc là, on a partagé selon x. Il nous reste à partager selon z. Si l'on partage ici selon z, on a 0,1, 1, 2. Donc ici, on va vérifier si x est supérieur ou égal à y. X peut être supérieur ou égal à y, mais y ne peut pas être supérieur ou égal à z, parce que y est toujours inférieur strictement à z selon cette contrainte. Donc cette boîte-là, elle est infaisable. Traitant cette boîte-là aussi, là on partage par rapport à z. Donc z 0,1 et z 1,2. Là aussi, y appartient à 0,1 et z appartient à 1,2. Y ne peut pas être supérieur ou égal à z, donc cette contrainte n'est pas respectée. Cette boîte n'est pas faisable. Alors il reste ces deux boîtes-là. Alors ces deux boîtes-là sont des boîtes qu'on n'a pas réussi à dire qu'elles sont infaisables. Par contre, la taille de leur domaine, elle est inférieure ou égale à 1. Donc chacun de ces domaines est inférieur à une taille inférieure ou égale à 1. Alors, ces boîtes ne sont plus subdivisibles, mais sont indiscernables. On ne sait pas si elles peuvent ou pas contenir des solutions. Il faut, au fait, maintenant, essayer de les résoudre d'une manière polynomiale. Au moins, on a, en fait, partagé le grand problème, sur un petit problème, en fait, qui a, donc, comme produit cartésien, en fait, une taille de 1, de 1 et de 1, alors qu'ici, on avait une taille de 2, de 1 et de 2, en produit cartésien. On a baissé le produit cartésien, en fait, des tailles. Si on prend la taille L1 fois L2 fois L3, qui est donc les tailles des domaines. Là, on avait 2 entre 0 et 2, 1 entre 0 et 1, et on a 2 entre 0 et 2. Donc, en fait, le produit, ça fait du 4, alors que là, on a entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, ou bien 1, 2, 0, 1, 0, 1. Donc là, on a des ensembles de taille inférieure ou égale à 1, 1, 1, 1. Le produit, au fait, est égal à 1. 1, 1, 1, le produit est égal à 1. Donc, on a résolu, au fait, le problème qu'il y avait pour estimer la taille du problème. On avait une taille du problème à 4. On a ici une taille de problème à 1. Alors, ce n'est pas discernable. On ne sait pas si oui ou non on a des solutions. Et on peut appliquer après d'autres méthodes d'approximation polynomiale. Alors, un autre problème qui est l'affectation des tâches. On dispose de n tâches, TI, et de P personnes, et soit au fait CIJ, le coût de réalisation de la tâche TI par PJ. Donc on a N tâches et on a P personnes. Et on a donc une matrice qui dit qu'une tâche CI peut être réalisée par la personne PJ avec un certain coût. Par exemple, un temps, une efficacité, une performance. Donc le problème, c'est qu'on veut réaliser les N tâches avec le moindre coût total possible. On a les N tâches et on veut les réaliser selon les P personnes grâce à un coût minimal. Donc le coût, le moindre total, coût total possible. Dans l'algorithme branch and bound serait de commencer par une tâche donnée. Okay. On va essayer de séparer. Explorer tout le personnel en évaluant à chaque fois le coût global. Donc prendre tout le personnel. Donc si on a pris une tâche, on va l'affecter à une personne. Et il nous reste les n moins une tâche. Donc on avait n. On a maintenant n moins une tâche. On va encore prendre une autre personne, une autre personne, une autre personne, une autre personne, évaluer. Et ce coup-là, on va essayer de prendre d'autres combinaisons pour voir si on ne peut pas optimiser, donc minimiser le coût total global de l'affectation des tâches aux personnes. Et donc en 3, on progresse récursivement jusqu'à réaliser les n tâches, bien sûr en minimisant notre coût. Le problème linéaire peut s'écrire de la manière suivante.
Donc on a n variables et P personnes, et on a en fait le coût de la tâche I par la personne J. Donc en fait, on a une matrice de valeurs. Donc on a le produit en fait des deux cardinaux pour avoir donc le nombre de contraintes ou de coûts. XI, J est égal à 1 si TI est affecté à PJ et 0 sinon. Donc on peut le programmer sous forme d'un programme linéaire. Donc quel que soit I entre 1 et N, la somme au fait des XIJ est égale à 1. Ça veut dire qu'une tâche est affectée à une seule personne. C'est-à-dire même si l'on fait varier J, le XIJ, en somme, il doit en fait être égal à 1. Donc l'objectif c'est de minimiser CIJ, XIJ. C'est-à-dire affecter la tâche I à la personne J fois le coût, donc soit affecté avec 1. Donc on prend en compte le coût et on l'additionne à une autre affectation, ou 0, et donc c'est une autre personne qui le prend. Donc on doit minimiser le coût global qui est la somme CIJ fois XIJ. Alors déroulement. Voilà une matrice de coût par exemple. Donc pour la tâche 1, si on la donne à la personne 1, on a 29. Donc le coût est de 29. 29 minutes, 29 jours, 29 secondes par exemple. Ça peut être une personne, ça peut être un processeur. Donc la tâche 2 pour la personne 1, elle est de 19. La tâche 3 pour la personne 2, elle est de 26, etc. Donc voilà la matrice des coûts. Pour fixer la borne minimum initiale au fait de U, au départ on avait mis dans l'algorithme branch and bound initial plus l'infini, mais on peut forcer à la première itération la valeur de U d'une manière plus intéressante. Donc on cherche au fait dans ce cas la matrice réduite des coûts. Et la matrice réduite des coûts, au fait, elle revient au fait à éliminer de chaque ligne son minimum. Donc au fait, chaque ligne au fait de la matrice de coûts doit être minimisée ou diminuée de son minimum. Chaque ligne, on lui enlève son minimum. Et au fait, donc chaque ligne au fait va contenir 0, parce que le minimum moins minimum donne 0. Alors, on doit s'assurer également que chaque colonne ne contenant pas une valeur 0 doit être elle-même réduite par son minimum. Donc on prend les lignes, on va les réduire de leur minimum. Donc chaque ligne va contenir au moins 0. Et on prend chaque colonne maintenant qui ne contient pas un 0, on doit la diminuer par son minimum. Alors, si l'on applique ça, le minimum au fait de cette première ligne était 12 qui était là. Donc on élimine au fait 12 de toute la ligne. Le minimum ici était 26, on l'élimine de toute la ligne, etc. Et là, en fait, on n'avait pas de 0 parce que ici, ce n'était pas le minimum. On calcule ici, pour la colonne qui ne contient pas 0, son minimum, on trouve un 3, on diminue cette colonne de 3. Et donc, en fait, si l'on somme tous ces minimums ici de lignes et de colonnes, on a 12 plus 26 plus 3 plus 10 plus 3, ça nous donne 64. Donc, le U initial, donc le coût minimal initial à mettre à U, c'est 54. Donc on n'initialise plus U initialement à plus infini, mais à 54. Alors, comment ça marche? Au fait, au départ, on a le U est égal à 54. On va dire la personne, pour la personne 1, si on lui associe au fait la première tâche, on va avoir 72. La deuxième tâche, on va avoir 58, etc. Et la quatrième tâche, on va avoir 54. Donc celle-là, en fait, elle minimise par rapport à la première personne. Donc, on n'évalue pas ça. On va prendre les deux autres personnes. Donc si on a pris la tâche, la première, la quatrième tâche, il nous reste en fait les trois autres tâches qu'on va affecter à personne 2. Donc en appliquant les coûts, on trouve au fait que la personne 2, en prenant la troisième tâche, elle nous donne en fait un coût de 54 minimal, etc., etc. Et on arrive au fait à la dernière solution qui est que la personne 4, elle doit prendre en fait la tâche 2, la personne 3, la tâche 1, la personne 2, la tâche 4, la tâche 3, pardon, et la personne 1, la tâche 4. Et on aboutit au fait à un coût optimal de 54, qui est le coût initial, donc on ne peut pas faire mieux, et on a trouvé notre optimal grâce à branch and bound. Donc en fait, voilà, on déroule l'algorithme, et on trouve au fait que 4 est affecté à 1, avec 12, 3 est affecté à 2, avec 26, 1 est affecté à 3, avec 3, et 2 est affecté au fait à 4. Voilà, on somme le coût, et on retrouve au fait
54. Alors, la synthèse. Les algorithmes backtracking fonctionnent pour des problèmes d'optimisation, mais ne sont pas efficaces du fait du nombre non négligeable de retours arrière. Si le backtracking est très intéressant pour les problèmes NP, le fait qu'on fasse des retours arrière énormes de backtracking nous coûte très cher en temps d'exécution. Donc le branch and bound, il va nous donner une manière d'éviter au fait de faire des backtracking en faisant des backtracking très à l'avance. Donc on fait un backtracking, mais avant de chercher le coût de la solution. Donc avant de dire on est là, non on annule, j'annule même avant. Donc quand je joue par exemple aux échecs, je vais m'arrêter de réfléchir avant. Donc les algorithmes branch and bound permettent de gagner en temps de calcul en décidant plutôt de ne pas prendre une configuration. Donc c'est les pruning. Donc je m'arrête avant, donc je suis plus intelligent. Donc le branch and bound n'évalue pas comme le backtracking systématiquement, mais s'arrête avant avec le pruning. Donc en fait, en termes de méthodes qui existent pour la résolution de problèmes NP, on a un certain nombre de solutions, à savoir la recherche par largeur d'abord, la recherche par backtracking, le meilleur d'abord en utilisant des fils de priorité, en profondeur d'abord, last recently used par exemple, quand il s'agit de gestion de mémoire, recherche par modification de l'espace de recherche, et parmi ces méthodes-là, on trouve le branch and bound. Il y a d'autres types de recherche que vous pouvez voir dans la littérature. Donc le branch and bound, en fait, le voilà, le backtracking le voilà, et au fait, ils ont donné naissance à d'autres méthodes, à savoir alpha-beta. Si le branch and bound, il a une seule fonction d'optimisation, le alpha-beta, il a en fait deux fonctions. Par exemple, quand je joue aux échecs, j'essaie d'optimiser mes gains et de minimiser mes pertes. Je ne fais pas que minimiser mes pertes. J'optimise mes gains et je minimise mes pertes. Donc j'ai une fonction profit et j'ai une fonction perte. Donc j'ai deux fonctions, et ces deux fonctions, en fait, l'algorithme alpha-beta, donc alpha, c'est en fait la fonction de coût, le pessimisme, et bêta, l'optimisme. Et ça nous donne min-max, etc. Donc, il y a des branch and bound stochastiques, il y a le branch and bound parallèle, il y a la recherche binaire, donc le branch and bound, mais sous forme binaire, donc à chaque fois, on va faire un branch en deux étapes. Donc voilà, il y a un algorithme à étoile qui est en fait la solution du meilleur d'abord et de la recherche par faisceau. Donc voilà, il y a d'autres algorithmes d'unification. Donc voilà l'espace en fait de méthodes qui existent pour la recherche en fait de meilleures solutions dans un espace de cardinalité très grande. Donc et le branch and bound jusqu'à ce moment, il est plus intéressant que le backtracking. Pourquoi? Parce qu'en fait, il évalue très en avant la solution. Et il ne s'avantage pas sur l'évaluation de la solution avant de faire il ne s'avantage pas à la résolution de la solution avant d'en faire l'évaluation. Alors, si on essaie un peu de récapituler, le branch and bound, c'est une méthode de résolution de problèmes NP. Alors, parmi les problèmes NP, les problèmes d'optimisation combinatoire ou d'optimisation discrète. Et donc, un grand nombre de solutions, donc cardinalité énorme. Il n'y a pas d'algorithme généralement pour séparer cet ensemble de solutions en en séparant en petites configurations ou petites sous-solutions à résoudre. Et puis, au fait, branch and bound, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie, donc dans le branch, de pouvoir séparer et dans le bound d'évaluer avant de faire de backtracking. Alors, pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien Mednetu.